Ce que le Yémen a fait hier a d'une certaine manière surpris beaucoup de gens. Parce qu'après 12 ans de siège contre le Yémen et énormément de pression, ils finissent par sortir et par faire pression sur l'Arabie saoudite. À ce moment précis, qui est si important, ce détroit est fermé. Et la seule façon pour l'Arabie saoudite d'exporter son pétrole, c'est par la mer Rouge et les ports qu'elle possède de ce côté-là de son territoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce coordonné avec les actes de résistance? Est-ce une initiative intérieure, une politique intérieure, parce qu'ils veulent décider de leur avenir le plus vite possible? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. Évidemment, les forces de la résistance se coordonnent toujours. Ce n'est pas comme s'il y avait un chef puis des mandataires. Nous en parlons régulièrement depuis toujours. Nous l'avons dit dans votre émission. L'un des mythes en Occident, c'est que l'Iran aurait des mandataires. Des mandataires, ça veut dire en quelque sorte des mercenaires. Or, des mercenaires ne se battent pas comme le Hezbollah. Des mercenaires ne font pas les sacrifices que font le Hezbollah ou Ansar Allah pour le peuple palestinien. Les mercenaires ne font pas ça. Ce sont des gens qui ont des principes, de l'honneur, de la dignité et des convictions. Mais il y a une coordination. Et je pense que plusieurs choses se produisent. D'abord, la situation au Yémen devient de plus en plus difficile à cause du blocus. Et les gens souffrent. Les Iraniens ont envoyé un avion de ligne parce que l'Iran n'accepte pas le siège. C'est barbare, inhumain. C'est ce que l'Occident a fait à la Syrie. C'est ce qu'ils font à Cuba. Au fond, cela vise les gens. Et l'Occident fait ça. Ils n'ont aucun problème à prendre les gens pour cible. On le voit à Gaza. Donc, les Iraniens ne reconnaissent pas le siège. Ils ont envoyé un avion de ligne pour faire venir un certain nombre de personnes gravement malades, de blessés, mais aussi une délégation du Yémen pour les funérailles. Et il se trouve que j'ai rencontré des personnes de cette délégation et j'ai passé quelques heures là où ils séjournaient. Puis j'y suis retourné pour une deuxième rencontre. C'était une excellente rencontre. Des gens très humbles, très amicaux, accessibles et qui de toute évidence comptent. Mais, dans mes conversations avec eux, il était clair qu'ils allaient dans cette direction. Et c'était avant que l'avion ne retourne à Sanaa puis que les Saoudiens ne bombardent l'aéroport. Mais même avant cela, ils allaient dans cette direction. Mais quand les Saoudiens ont bombardé, certaines des personnes que j'avais rencontrées se trouvaient dans cet avion. Ils ont donc mis l'avion de passagers iraniens en danger. Ils ont mis les passagers en danger. Ils ont mis l'équipage en danger, un équipage tout à fait ordinaire. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent sur différents vols. Ils ne sont pas militaires, ni quoi que ce soit de ce genre. Et bien sûr, il y avait une guerre active contre le Yémen. Donc cela a contribué à cela. Comme je le disais, c'était personnel. Cela a contribué à tout cela, à jeter de l'huile sur le feu et à renforcer l'incitation des Yéménites à riposter et à briser le siège, parce que l'Iran avait déjà brisé le siège. Les Saoudiens ont commis un acte de guerre pour empêcher cela. Cela a encore davantage mis le Yémen en colère. Donc cela a fait avancer tout ce projet, lui a donné plus d'élan et un soutien populaire plus important, parce que les Saoudiens ont bombardé le pays. C'est donc un aspect, ou plutôt deux aspects combinés en un seul. Le siège lui-même, puis l'attaque contre l'aéroport. Un autre élément, c'est que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Maintenant que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, les Saoudiens n'ont plus que la mer Rouge. Or, ce sont les Saoudiens qui dirigent le siège contre le Yémen. Ils sont donc plus vulnérables qu'auparavant. Avant, ils exportaient, je ne sais pas, 1 million de barils de pétrole par jour depuis la mer Rouge. Aujourd'hui, j'ai lu différentes estimations.
Disons qu'environ 4 à 4 millions et demi de barils par jour sont exportés depuis là-bas. Et ils n'ont pas d'exportation depuis le Golfe Persique. Les Saoudiens dépendent donc très fortement de la mer Rouge. Cela donne davantage de levier au Yémen. Par le passé, s'ils avaient fermé la mer Rouge, alors que le Golfe Persique restait ouvert, avec 1 million de barils par jour passant par la mer Rouge, leur levier aurait été très limité. Mais aujourd'hui, ce levier est énorme. Le Yémen a donc aussi cette incitation. Et si vous ajoutez tout cela au fait que les États-Unis sont entièrement focalisés sur l'Iran, ils ont déployé tous leurs moyens dans la région et jusqu'à présent, leur politique vis-à-vis de l'Iran n'a pas réussi à s'imposer à l'Iran. Nous savons que l'Iran a, et j'en ai déjà parlé avec vous, je crois peut-être avant ou après une émission, des capacités en matière de missiles qui sont en quelque sorte sans fin. Ils produisent tellement de missiles et de drones qu'ils peuvent continuer très très longtemps. Les Iraniens frappent donc durement les Américains. Les Américains sont entièrement focalisés sur l'Iran. Ils ne peuvent pas refaire la guerre au Yémen, comme ils l'ont fait l'an dernier, comme ils l'ont fait au début de la présidence de Trump. Donc leurs mains, les mains américaines, sont liées. Le Yémen s'est préparé. Les Saoudiens sont bien plus vulnérables. Les Saoudiens ont provoqué le Yémen. Ils ont commis un acte de guerre. Les circonstances ne pourraient pas être meilleures pour le Yémen. Si vous mettez tout cela ensemble, c'est le meilleur moment pour le faire. Les Américains n'auraient que des ressources limitées à utiliser contre le Yémen. Pour les Saoudiens, tout ce qu'ils ont passe par la mer Rouge. Et les Saoudiens ont bombardé le Yémen et mené une guerre contre ce pays. C'est donc excellent pour le Yémen. C'est le meilleur moment pour faire pression sur les Saoudiens afin qu'ils mettent fin au siège, à ce siège inhumain et barbare soutenu par l'Occident. Et cela profite aussi à l'Iran, parce que maintenant que le Golfe Persique est fermé au commerce, si la mer Rouge est fermée elle aussi, en même temps que le Golfe Persique, cela aggrave encore la crise pétrolière. Et bien sûr, les Saoudiens exportent aussi des produits pétrochimiques et d'autres produits via la mer Rouge. Les Saoudiens peuvent encore exporter par le canal de Suez si Ansar Allah ne les frappe pas là-bas. Mais les grands navires ne peuvent pas passer par le canal de Suez. Et Gan soit la plupart des marchés saoudiens, sinon tous, je ne sais pas, mais la plupart en tout cas, c'est certain, sont des marchés asiatiques. La quasi-totalité de leur pétrole est destinée au marché asiatique. Donc, si les Saoudiens veulent passer par le canal de Suez, ils doivent utiliser de petits navires et ils devraient contourner l'Afrique. Mais même dans ce cas, ils devraient ensuite revenir en contournant l'Afrique, en passant par le canal de Suez. Donc, en gros, c'est catastrophique pour l'Arabie saoudite. Oui. À votre avis, comment l'Arabie saoudite pourrait-elle réagir? Une possibilité serait d'aller encore plus loin, peut-être d'attaquer le Yémen, mais ça ne semble pas pouvoir marcher pour elle. L'autre serait d'accepter d'une certaine manière ce qui serait une humiliation pour l'Arabie saoudite. Et puis il y aurait la possibilité de parler au Yémen en coulisses, ou de conclure une sorte d'accord en coulisses. Mais il ne me semble pas que le Yémen l'accepterait, parce qu'ils doivent l'annoncer publiquement. Il ne s'agit pas seulement de l'Arabie saoudite. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont tous ensemble imposé le siège au Yémen. Comment voyez-vous leur réaction? Tout d'abord, je trouve très étrange la raison pour laquelle les Saoudiens ont bombardé l'aéroport international du Yémen. C'est un aéroport civil, et il s'agissait simplement d'un avion de passagers iranien. La délégation était venue en Iran pour les funérailles. Une délégation saoudienne y a également participé.
Donc pour moi, rien que cela était absolument bizarre. Certains disent que les Américains ont fait pression sur les Saoudiens. Là encore, c'est une affirmation très absurde. Mais je ne sais pas. Je ne pense pas que les Saoudiens céderaient aussi facilement face au Yémen. Je pense que cela finira probablement par... Je pense que le Yémen commencera probablement à frapper des pétroliers. Ensuite, les Saoudiens pourraient bombarder, puis le Yémen pourrait commencer à bombarder, à tirer des missiles sur les installations pétrolières saoudiennes. La situation pourrait très mal tourner. Au bout du compte, je pense que l'Arabie saoudite devra reculer parce qu'elle ne peut tout simplement pas vaincre le Yémen. Je veux dire, les Saoudiens et toute la région, le Qatar, les Émirats, le Koweït, Bahreïn, la Turquie, la Jordanie, l'Égypte, tout le monde, ainsi que tout l'Occident, soutenaient la guerre génocidaire contre le Yémen. Le Conseil de sécurité de l'ONU, sous la pression de l'Arabie saoudite, a adopté une résolution contre le gouvernement yéménite. Ils ont donc mené une guerre génocidaire pendant 7 ans. Bien sûr, au bout de quelques années, la Turquie et le Qatar ont quitté cette sorte de coalition informelle parce que les Émirats et l'Arabie saoudite ont pris le Qatar pour cible et lui ont imposé un blocus. Mais au début, ils ont tous contribué à mener ce génocide et à étrangler le peuple yéménite. Ils ont bombardé des funérailles. Ils ont bombardé ces immenses funérailles où des centaines de personnes ont été tuées. Ils ont bombardé des bus scolaires. Il y a eu un cas où ils ont tué beaucoup d'enfants. Et l'Occident les aidait en leur fournissant des armes. Et des milliers de conseillers militaires, surtout britanniques, aidaient les Saoudiens à tenir le coup. Je veux dire, les Britanniques ont été profondément impliqués dans le génocide au Yémen et aussi dans le génocide à Gaza, l'armée britannique. C'est assez sinistre. Mais au bout du compte, après 7 ans, ils ont échoué. Et au bout de 7 ans, lorsque le Yémen a progressivement commencé à développer son programme de drones et de missiles, ils ont commencé à viser les infrastructures critiques saoudiennes. Et c'est ce qui a conduit au cessez-le-feu. Alors, supposons que les Saoudiens recommencent à bombarder le Yémen. Qu'y a-t-il à bombarder? Mais si le Yémen commence à lancer des drones et des missiles contre les Saoudiens, contre les pétroliers, les raffineries, les usines pétrochimiques, les stations de pompage de l'oléoduc, les installations pétrolières, alors les dégâts pour l'Arabie saoudite pourraient être décisifs, surtout dans l'état actuel du Golfe Persique. Cela pourrait provoquer une instabilité en Arabie saoudite. Donc les Saoudiens peuvent bombarder le Yémen, mais qu'y a-t-il à bombarder? Les Américains ont déjà fait la guerre au Yémen. Les Saoudiens l'ont fait pendant 7 ans et ils ont échoué. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tuer davantage d'enfants, bombarder davantage d'écoles et de bus scolaires, bombarder des mariages et des funérailles. Mais ils ne vont pas gagner. Mais là encore, c'est le même problème pour les Américains. Ils bombardent des écoles, ils bombardent des hôpitaux. Ces derniers jours, ils ont bombardé un hôpital pour enfants à Ahvaz. Ils ont bombardé des ponts, mais ils ne peuvent pas gagner la guerre. Donc la même logique s'applique aussi à l'Arabie saoudite. Les Américains ne peuvent pas gagner la guerre, mais ils continuent quand même la guerre. Alors, la logique, semble-t-il, dans le camp américain, dans l'Empire occidental et parmi ses alliés, est littéralement inexistante. Il y a 2 perceptions de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. La première, c'est que les États-Unis vont attaquer dans les prochains jours, qu'ils vont intensifier leurs frappes sur le sol iranien. La seconde, c'est que les États-Unis semblent pousser d'une certaine manière pour une forme de pause. C'est ce qui a été évoqué dans le tweet du président du Parlement iranien. Il a dit que, d'un côté, ils poussent pour une sorte de pause, mais que de l'autre, ils envoient beaucoup d'armes dans la région.
C'est la même idée qui a été évoquée lors de l'interview accordée il y a 2 jours par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Il a dit qu'ils savent ce que font les États-Unis. En même temps qu'ils demandent une sorte de pause dans les combats, ils se préparent à la prochaine phase de la guerre. Est-ce que c'est aussi le sentiment qui prévaut actuellement en Iran? Is that the same sentiment right now in Iran? Oui, il n'est question d'aucun cessez-le-feu. Les Iraniens n'accepteront pas de cessez-le-feu, et la guerre va continuer. Que les États-Unis escaladent ou non, elle continuera, à moins que les États-Unis ne répondent aux exigences de l'Iran. Et bien sûr, ces exigences, c'est le protocole d'accord, mais il doit être mis en œuvre, et non plus seulement accepté. Et les exigences iraniennes ont augmenté. Les États-Unis se sont donc placés dans une situation bien plus difficile qu'auparavant. Les Iraniens ne feront aucune concession. Il n'y aura pas, je ne sais pas, de cessez-le-feu de 5 jours, de 10 jours, de 20 jours, rien de ce genre. Et comme vous le voyez, les Iraniens frappent durement les États-Unis. Les choses deviennent plus difficiles pour les Américains, parce que les Iraniens détruisent littéralement les capacités américaines dans la région du Golfe Persique. Les Américains ont donc dû replier leurs moyens jusqu'en Jordanie. Et maintenant, l'Iran frappe la Jordanie avec une grande précision. Cela rend la poursuite de la guerre très coûteuse pour les Américains, parce que vous savez, ils doivent voler depuis la Jordanie. Et ils pourraient maintenant devoir déplacer ces moyens de Jordanie vers un endroit encore plus éloigné. Chaque campagne de bombardement devient alors beaucoup plus coûteuse. Ce n'est pas seulement le carburant. Les avions doivent aussi être révisés. Bref, cela complique considérablement les choses. Et bien sûr, les Iraniens infligent beaucoup de dégâts aux forces combattantes américaines. Chaque jour, l'Iran dispose d'excellents renseignements. Il a aussi de nombreuses personnes sur le terrain qui collaborent avec lui dans tous ces pays. Alors vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer. Je veux dire, je n'ai aucune idée de ce que Trump fera aujourd'hui, encore moins demain ou la semaine prochaine. Mais les Iraniens sont prêts à tous les scénarios. Si les Américains veulent escalader, les Iraniens escaladeront. Si les Américains veulent viser des infrastructures critiques, l'Iran peut viser des infrastructures bien plus critiques et beaucoup plus facilement. C'est bien plus facile pour l'Iran parce que toutes les infrastructures critiques des régimes du Golfe Persique se trouvent juste en face de l'Iran. Elles se trouvent le long de la côte du Golfe Persique. Je veux dire, parfois, les gens parlent, et je l'ai déjà dit, des Saoudiens et d'autres pays. Ils construiront davantage d'oléoducs. Peu importe qu'ils construisent des oléoducs. Toutes les installations pétrolières, toutes les ressources gazières et les ressources énergétiques liées au pétrole sont ici. Il faut les transporter d'ici vers ailleurs. Donc, elles sont toutes juste devant vous. Leurs centrales électriques sont très peu nombreuses et très grandes. Mais l'Iran a plutôt de petites centrales électriques réparties dans tout le pays. Et l'Iran fabrique ses propres produits, donc il peut réparer. Il sera donc bien plus difficile pour les Américains de détruire les infrastructures iraniennes. Ça coûtera cher. Ce sera, vous savez, le crime ultime. Mais les Iraniens peuvent dévaster bien davantage d'infrastructures, et beaucoup plus facilement. Et cela fera s'effondrer l'ensemble de l'économie mondiale. Parce que si cela arrive, alors le détroit d'Ormuz ne sera plus pertinent, qu'il soit ouvert ou fermé. Parce que s'il n'y a plus de gaz, plus de produits pétrochimiques, plus de pétrole, plus d'hélium, plus d'engrais, alors à quoi sert le détroit d'Ormuz? Ce serait donc catastrophique pour l'économie mondiale. Et l'Iran n'hésitera pas une seule seconde à détruire ses infrastructures si les États-Unis prennent la mauvaise direction. Donc, quelle que soit l'issue, cela ne finira pas bien pour les États-Unis. Quelle que soit l'issue, cela finira très mal. Et même si les États-Unis capitulaient aujourd'hui et revenaient au protocole d'accord, l'Iran ne rouvrirait pas le détroit d'Ormuz.
MOU, Iran is not going to open the Strait of Hormuz. It's not going to happen. They have to fulfill Ça n'arrivera their pas. obligations. Ils doivent remplir leurs obligations et il y aura des obligations supplémentaires. Il y aura le Yémen. Au Yémen, le siège devra être levé. Ensuite, il y a Gaza. Il faudra s'occuper de Gaza. Donc plus les États-Unis violent leurs engagements, plus l'Iran devient exigeant. Et maintenant que le Yémen s'est joint à eux, cela va rendre le problème encore plus urgent pour les États-Unis. Et les États-Unis n'ont pas la puissance militaire nécessaire pour faire face à l'Iran et au Yémen en même temps. Et puis il y a la question de l'Irak, parce que la résistance en Irak est énorme. Ils sont très nombreux, très bien financés et très bien armés. C'est une force bien plus importante, une force nettement plus importante que le Hezbollah et toutes ses réserves. Donc vous savez, ils pourraient facilement prendre le Koweït demain. They could easily take Kuwait tomorrow. And, Iraq, historically... Et vous savez, l'Irak a historiquement des revendications sur le Koweït. Et si les choses tournent mal et qu'ils veulent le Koweït, je ne pense pas que les Iraniens s'y opposeraient. Et puis bien sûr, les autres régimes de la région sont désormais en quelque sorte encerclés. Et les Émirats arabes unis ne peuvent plus utiliser Fujairah maintenant. Vous avez vu combien de navires l'Iran a frappés ces derniers jours. Donc aucun de ces pays n'est en bonne posture. Les États-Unis non plus. Il n'y a pas de bon scénario. Si les États-Unis mettent fin à cela maintenant, l'économie mondiale subira quand même beaucoup de dégâts. Mais je ne pense pas que cela va se terminer de sitôt. Du moins pour l'instant, ça ne va pas se terminer, et cela pourrait s'aggraver. Et tout cela est mauvais pour Trump, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. Tucker Carlson dit que ce n'est qu'un esclave. Tucker Carlson says he's just a slave.